Le 7e degré. Un objectif pour certains, un rêve pour beaucoup. Le 7, cette cotation qui fascine les grimpeurs du monde entier depuis les débuts de l'escalade. Un degré si ambitieux qu'il était absent des premières échelles de cotation. Le 6 étant alors considéré comme la limite des possibilités humaines. Le 7e degré, à l'aura si fascinante qu'on en a écrit des livres, de Reinhold Messner qui militait pour sa création au guide de progression moderne. Ouais, le 7, c'est quelque chose. Là où les choses sérieuses commencent vraiment, et lorsqu'il démarre l'escalade, tous les grimpeurs ont en tête d'atteindre un jour ce degré mythique. Et pourtant, malheureusement, 9 grimpeurs sur 10 n'y parviendront pas et ne pousseront jamais le cri de joie qui sort de nos tripes lorsqu'on clippe enfin le relais de sa première seta. Un grimpeur sur 10 qui cochera une 7, c'est peu, mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'il faudrait être une sorte de mutant surentraîné à la force et à la technique infaillible qui grimpe depuis 10 ans pour avoir l'honneur de rentrer dans le club très restreint des grimpeurs de 7 ? Pas du tout, du tout, du tout. En fait, les setas, c'est beaucoup plus accessible que ce que pense la majorité des gens. Et personnellement, je suis convaincu qu'absolument tout le monde, et je dis bien tout le monde, peut grimper une seta. Ouais, toi aussi, qu'elle est en train de te dire gna gna gna, moi je suis trop petit, ah mais non, moi je suis trop gros, et puis moi j'ai pas assez de force, et puis moi ceci, cela, et gna 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 gna, de toute façon moi j'y arriverai jamais, les setas c'est pas fait pour moi, c'est beaucoup trop difficile. Chut. Viens là, pose-toi, assis-toi, écoute-moi, toi aussi, tu peux grimper du seta, mec, je te le promets. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que moi non plus, j'échappe pas à la règle. Moi aussi, j'étais complètement fasciné par le 7e degré lorsque je débutais et que je galérais dans des 6B. Et maintenant que c'est bon, qu'enfin je grimpe dans le 7, je vais pouvoir répondre aux questions que je me posais lorsque je débutais. Et c'est probablement les questions que vous vous posez si vous grimpez pas encore de seta. Genre un seta, c'est dur, ok, mais c'est dur comment ? À quel point? Qu'est-ce qu'il faut comme force, comme technique nécessaire? Concrètement, à quoi ça ressemble? C'est comment les prises d'un seta? Qu'est-ce qui caractérise vraiment une voie du 7e degré? Et surtout, en combien de temps on peut espérer attaquer le 7? 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. Ouais, toutes ces questions-là que vous vous posez, je vais faire en sorte d'y répondre aujourd'hui. Donc, pour que tout soit bien clair pour vous, on va déjà voir dans une première partie un petit peu la théorie de ce qui caractérise vraiment un seta, d'à quoi ça ressemble, et pour que ce soit encore plus explicite, je vais vous montrer ça directement en direct avec des voies que j'ai filmées. Dans une deuxième partie, je vous partagerai ce qui sont pour moi les prérequis pour pouvoir enchaîner un seta et surtout, sans y passer 15 ans. Dans une troisième partie, on abordera concrètement comment travailler votre première seta, quels sont les freins principaux, les obstacles que vous allez rencontrer, comment les surmonter, etc. etc. Et enfin, on terminera avec... en fait, je vous garde la surprise pour la fin, vous verrez bien. Bref, c'est un gros programme qui nous attend aujourd'hui, donc... Bienvenue à la papeterie, installez-vous bien confortablement, prenez-vous un petit truc à boire, un petit truc à manger, parce que j'ai pas mal de trucs à vous raconter. Laissez-moi tranquillement lever le grand voile de mystère qui entoure le 7e degré, pour que vous ressortiez de là avec les idées claires et que vous sachiez clairement ce qu'il vous reste à faire pour enchaîner votre première seta. Lorsque je débutais et qu'on me parlait du 7, tout ce que je me demandais c'était « Mais bordel, à quoi ça peut bien ressembler les prises d'un seta ?» En même temps, à l'époque, passer du 6A au 6B, c'était déjà un supplice, et j'arrivais tout simplement pas à m'imaginer ce que ça pouvait ressembler une voie de 2 cotations plus élevées. Et ce point-là, à mon avis, c'est ce qui va bloquer 99% des grimpeurs qui n'enchaîneront jamais de seta. Parce que, tout simplement, ils iront jamais voir à quoi ça ressemble un seta, vu qu'ils galèrent déjà beaucoup trop dans des 6B. Heureusement, à l'époque, j'étais un peu con. Ça a pas tellement changé, d'ailleurs, je crois. Mais j'étais aussi très curieux. Et du coup, même si j'avais absolument pas le niveau nécessaire pour enchaîner du 7, je suis quand même allé voir à quoi ça pouvait bien ressembler un seta. Et à ma grande surprise, en allant le découvrir, j'arrivais quand même à bouger un petit peu dedans. En fait, je bougeais même beaucoup plus que ce que je pensais, et en réalité, il y a vraiment que le crux qui m'a posé une grosse difficulté. Et quand je dis grosse difficulté, je veux dire que je le passais pas. Et c'est ce qui m'a complètement empêché d'enchaîner la voie. Et c'est pas grave parce que je comptais pas enchaîner. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblait.
Et c'est là la première chose que je voulais partager avec vous et qui est vraiment hyper importante. En fait, dans un 7A, c'est absolument pas toute la voix qui est du 7A. Il y aura peut-être des parties en 6A, d'autres en 6B, d'autres en 6C, et en fait, bien souvent, il y aura que le crux qui est vraiment du 7A et qui donne du coup la cotation à la voix. Donc une voix en 7A, ça peut en fait venir de 3 mouvements à la con qui sont vraiment du 7A. Et là, ok, vous vous sentez sûrement pas capable de faire un 7, mais regardez, si on prenait ces 3 mouvements à la con, qui sont vraiment du 7, qu'on les isolait, qu'on les mettait à part, et que je vous demandais de vraiment les travailler, bah, finalement, il y a quand même pas mal de chances que vous y arriviez. Et donc, si vous arrivez à faire ces 3 mouvements à la con de manière isolée, ça veut dire que vous pouvez passer le crux. Et si vous pouvez passer le crux de la voix, le reste, c'est du pipi de chat. Évidemment, j'exagère un petit peu, mais j'ai besoin de vous dire ça maintenant pour y revenir plus tard lorsque je vous donnerai quelques conseils sur comment enchaîner votre premier 7A. Ce que je veux que vous reteniez pour l'instant, c'est que dans une voix en 7A, tout n'est pas du 7A. Donc, déstressez et arrêtez de voir une voix du 7 comme une espèce d'énorme monstre qu'il faudrait aller affronter. Non. En réalité, c'est sûrement beaucoup plus facile que ce que vous ne pensez. Bon, par contre, rêvez pas non plus. Le reste de la voix, il y a quand même peu de chances que ça soit du 5, hein, il faut pas déconner non plus. Mais, pour vulgariser, dites-vous que plus la voix sera longue, plus les mouvements seront faciles. Par exemple, sur un 7A de 10 mètres, on aura des mouvements globalement plus durs et plus intenses avec de plus mauvaises prises que sur un 7A de 30 mètres où la difficulté sera plus au niveau de la résistance et de l'enchaînement des différentes sections. Et pour que ce soit encore plus clair, plus visuel, je vous propose qu'on aille tout simplement voir 2 7A que j'ai faites il y a pas longtemps pour voir à quoi ça ressemble. On va commencer par celui-ci. Ça, c'est un joli 7A de 25 mètres, vraiment trop classe, divisé en 3 sections bien distinctes. Donc on commence par une belle dalle en 6C qui nous amène sur un premier bon repos. À partir de là, on aura quelques mouvements en 6A jusqu'au crux qui est... Ok, il est vraiment pas facile, c'est là que ça vaut son 7A. Mais... une fois qu'on le passe, on se retrouve sur un repos assez nul, on va pas se mentir, qui permet quand même de se refaire un petit peu après le crux, mais pas de se reposer non plus totalement. De là, il va falloir sortir avec une arête où il faut oser engager, le prochain point est quand même vachement loin. Et une fois qu'on a passé ça, on arrive sur un dernier super bon repos. Donc là, on se dit que vas-y, le plus dur est passé, on se refait bien, et on se prépare pour attaquer la fin. Et la fin, c'est quoi? La fin, c'est un gros 6B assez stylé où tout va se jouer dans le placement et la valorisation des prises. Bon, clairement, dans cette voie, on peut le voir, il n'y a pas de mouvement atroce, de mutant affreusement difficile, non. Là, toute la difficulté vient du fait de réussir à rester concentré tout au long de la voie, parce que ok, même s'il n'y a pas de mouvement ultra physique, ultra dur, il y a quand même rien qui est donné non plus. Autant vous dire que tout au long, on croise pas beaucoup de bacs. Ok, voyons voir l'inverse. Là, c'est un petit 7A de 10 mètres. Trop beau d'ailleurs. Ici, clairement, les mouvements ils sont un peu plus corsés. Les prises globalement plus mauvaises, ça va être des réglettes sur de fines écailles de quelques millimètres. Quasiment tout du long. Et surtout, là, vu que ça fait 10 mètres, on n'aura pas de très bon repos tout au long de la voie. Il va falloir réussir à tenir les petites prises, à être ultra précis sur ses pieds, à comprendre les séquences de mouvements, les placements du corps et à relier l'ensemble pour que ça enchaîne. Bon, ce que je voulais vous montrer avec ces 2 voix, c'est que sur un 7A, ok, les prises, elles sont pas très grosses. Et forcément, c'est un 7A les gars, hein, on n'est plus dans le 5. Mais, il y a quand même des prises. On n'est pas sur du 8 où c'est complètement tout lisse. Non. Il y a des prises.
En gros, pour résumer théoriquement, le CETA, vous pouvez un peu voir ça comme l'examen des bases de vos qualités de grimpeur. Ici, vous allez plus pouvoir compenser avec le physique si vous n'avez pas la technique. Mais votre technique, elle vous servira à rien si vous n'avez pas de bonnes capacités tactiques. Et évidemment, même si vous avez un bête de physique, une bête de technique et une bête de tactique, mais que vous avez un mental de chips, bah, vous irez pas bien haut non plus. Voilà ce que c'est, concrètement, un CETA. Le concentré de tout ce que vous avez appris depuis que vous avez commencé la grimpe. Ok, c'est bien beau de voir à quoi ça ressemble un CETA, les plans sont stylés, etc., patati patata, mais concrètement, ça va pas tellement vous expliquer comment on le grimpe, et surtout, en combien de temps. Donc maintenant qu'on a fini la théorie, je vous propose qu'on passe directement à la pratique. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il n'y a évidemment pas de réponse universelle sur le temps que ça prend depuis la fois où on apprend à faire son nœud de 8 au jour où on clippe le relais de sa première CETA. Et ce, pour pas mal de raisons différentes, à commencer par le fait que personne ne part du même point de départ, que chacun aura plus de facilité ou de prédisposition de base pour la grimpe, mais en vrai, ça, les prédispositions de base, c'est pas vraiment le facteur qui va le plus influer votre cheminement vers le CETA. Assez loin de là. En fait. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui joueront un rôle beaucoup plus déterminant dans votre progression. Ok, même si c'est dur d'estimer objectivement combien de temps ça va vous prendre pour atteindre le CETA, je vais quand même essayer de vous donner quelques petits trucs pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée de là où vous en êtes et savoir si ça peut le faire ou pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour atteindre le CETA, vous aurez besoin d'un volume de pratique assez conséquent, d'une base solide, très solide même. Mais c'est ça qui est cool, en fait, avec le CETA. C'est que, fondamentalement, ça vous demande pas tellement plus que d'avoir les bases. Et attention, je dis pas que c'est facile, d'avoir les bases de la grimpe, parce que l'escalade, c'est un sport ingrat. L'escalade, c'est un sport difficile. Et avoir les bases de la grimpe, ça demande beaucoup de temps, et surtout beaucoup de pratique, et beaucoup d'efforts. Vraiment, c'est affreusement ingrat. Je veux dire les gars, on n'est pas en train de faire du foot ou du beach volley, on n'est pas en train de taper bêtement dans un ballon, on grimpe des putains de falaises. C'est normal en fait que ça nous demande plus de temps d'acquérir les bases vu le nombre de facteurs qui rentrent en compte pour être un bon grimpeur. Et, ok, c'est vachement plus stylé de grimper des falaises que d'aller taper dans un ballon, mais entre nous, c'est aussi vachement plus dur. Mais bon. Ce que je dis là, ça revient quand même un petit peu au conseil de merde. Grimpe beaucoup, grimpe pendant longtemps et tu verras, t'enchaîneras du CETA. Mais les gars, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui grimpent beaucoup et qui grimpent longtemps et qui, devinez quoi, n'enchaînent pas de CETA. Pourquoi ? Parce que, imaginons que pendant 10 ans, tu grimpes des 5B ou je sais pas, des 6A. Est-ce que tu crois vraiment que ça va t'aider à faire une CETA ? Bah non. Pas du tout. En fait, en grimpe, le premier niveau qui est considéré comme difficile par les débutants, c'est le 6B. Parce que clairement, le 6B, ça va être le premier niveau qui te demande quand même de savoir un petit peu grimper. Je veux dire, entre nous, le 5 ou même le 6A, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une technique de dingue ou des tactiques affûtées ou un physique d'hédonisme pour pouvoir le passer. Je veux dire, tu peux tout à fait être un assez mauvais grimpeur et enchaîner une 6A en tirant beaucoup trop fort sur tes bras et en bourrinant comme un âne. Genre, il y a vraiment moyen que ça passe. Par contre, arriver dans le 6B, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et c'est là que beaucoup de grimpeurs qui vont continuer de beaucoup grimper sans vraiment se remettre en question ou réfléchir à leur pratique vont se retrouver un petit peu bloqués. Et ces mecs-là, dans le 6B, ils risquent d'y passer un bon moment parce que, clairement, à partir de ce niveau, forcer comme un âne, ça risque de plus suffire. En fait, c'est pas que ça risque, c'est que ça suffira plus. Dans la dernière partie de la vidéo, je vous expliquerai comment faire de bonnes séances de grimpe qui permettent vraiment de progresser de jour en jour, de semaine en semaine, de séance en séance, et pas juste de grimpouiller bêtement. Mais avant ça, finissons avec ce que ça demande vraiment un CETA. Des fondations béton. Encore une fois, pas tellement plus, mais pas moins. Et vous savez quelle autre cotation demande des fondations solides
le 6B. Le problème, c'est qu'une voie en 6B, en la travaillant un petit peu, même s'il nous manque quelques bases, en vrai de vrai, ça peut passer sans trop de difficultés. Par contre, si notre 6B, on le fait à vue, là il y a vraiment une énorme différence. Regardez. Imaginons deux grimpeurs. Ces deux grimpeurs-là, ils vont partir dans la même voie, le même 6B. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est en moule, qui galère comme pas possible, qui tombe, mais il continue, il persévère et à force d'efforts surhumains, il finit tout de même par arriver en haut. L'autre grimpeur, il part tranquillement, il est serein, il est fluide dans sa grimpe, il grimpe de manière hyper clean et sans trop de difficultés, il arrive en haut de la voie et il valide sa 6B à vue. Ok. Les deux mecs là, ils ont grimpé exactement la même voie et si on leur demande, au moment où ils sont en train de boire leur bière après leur séance, ouais mec, qu'est-ce que t'as grimpé aujourd'hui? Ils vont tous les deux te répondre très fièrement, ouais mec, aujourd'hui j'ai fait une 6B. Mais est-ce que vous imaginez une seconde la différence de niveau absolument stratosphérique qui existe entre ces deux grimpeurs? Ça a juste rien à voir. Et c'est pour ça que le 6B, c'est un niveau un petit peu bâtard en fait, parce que c'est la croisée d'un paquet de grimpeurs de niveau très différent. Mais c'est quand même utile parce que ça va nous donner une bonne unité de mesure. Donc, si vous vous demandez « Oh, quand est-ce que je serai prêt à essayer un CETA ?» la réponse, finalement, elle est assez simple. Dès que vous avez passé un 6B à vue. Parce que, si vous avez passé un 6B à vue, ça veut dire que vos bases, elles sont solides. Et si vos bases sont solides, vous pouvez faire un CETA. Parce que, je vous le rappelle, un CETA, ça demande que les bases. Clairement, 6B à vue, 7A après travail, c'est à peu près le même niveau de grimpe. Ça demande à peu près les mêmes qualités de grimpeur. Et encore une fois, je dis pas que c'est facile, hein. D'ailleurs, ma vidéo, elle s'appelle pas « Tout le monde peut grimper un 7A comme ça en claquant des doigts sans les mains et c'est trop facile ». Non. Ma vidéo, elle s'appelle « Tout le monde peut grimper du 7A » et je suis désolé, j'en démords pas, tout le monde peut grimper du 7A. À condition, évidemment, de savoir se remettre en question et de faire les efforts nécessaires. C'est là, je pense, un des problèmes de beaucoup de gens. Ils sont là, ils grimpent bêtement, etc. Et ils sont là, c'est trop dur. Évidemment, c'est trop dur, tu fais pas d'efforts, mec. C'était peut-être un peu méchant, ça. Bon. Depuis tout à l'heure, je suis là en train de parler de cotation, et je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui sont en train de se dire oui, bon, Papel, t'es bien gentil, là, avec tes histoires de 6B, machin, etc. Mais moi, je fais du bloc en salle. Et moi, j'ai pas de cotation, donc moi, c'est des couleurs que je connais. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble un CETA si on le mettait sur des couleurs? Et clairement, autant vous le dire tout de suite, essayer de transposer les cotations de falaise à du bloc en intérieur, ça a pas tellement de sens. Genre, vraiment pas trop, parce que la grimpe est trop différente, mais étant donné que je suis beaucoup trop gentil, on va quand même essayer de voir un petit peu ce que pourrait donner, disons, les mouvements qu'on retrouve à la fois en bloc intérieur et en falaise à l'extérieur. Le problème que j'ai là, c'est qu'évidemment, toutes les enseignes, toutes les salles, elles ont pas le même code couleur. Et je vais évidemment pas m'amuser à toutes les faire, parce que sinon ça prendrait tout le reste de ma vidéo. Donc, je vais vous donner le code de ma salle, et vous allez, s'il vous plaît, faire l'effort d'essayer de transposer ça au vôtre. Donc, dans la salle de bloc où je grimpe, les couleurs, ça fait comme ça. Le jaune, puis le vert, bleu, rouge, violet, noir, blanc. Et si je devais essayer de transposer ça dehors, enfin surtout les mouvements qu'on retrouve dans ces blocs sur un CETA, je dirais que c'est à peu près du rouge constant, avec un crux en violet ou noir, mais petits noirs, vous savez, les noirs un peu gentils, et quelques petits passages en bleu, mais vraiment pas trop quand même. Putain, j'ai aucune idée de si c'est clair, mais quelle idée d'essayer de faire ça. Mais bon, voilà. L'idée, c'est quand même que ça puisse vous donner un petit truc à vous mettre sous la dent si vraiment vous faites que du bloc en intérieur. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que si vous êtes très à l'aise dans le rouge et que vous arrivez à faire quelques violettes, quelques noirs de temps en temps, vous pouvez passer du CETA? Oui et non. Parce que si vous faites beaucoup de blocs en intérieur, vous avez sûrement
et la force et la technique nécessaires théoriquement pour pouvoir passer du Seta. Mais si vous faites que ça, il va vous manquer les bases tactiques et mentales propres à la falaise. Et encore une fois, le Seta, ça vous demandera les bases. Toutes les bases. Donc si vous avez une bonne force, une bonne technique, mais que vous avez peur dès que vous êtes au-dessus du point, bah vous n'allez pas passer de Seta. Donc, pour que ça marche, il va falloir que vous alliez régulièrement en falaise. Pour deux raisons. Déjà, pour vous habituer à la grimpe en extérieur, qui est très différente de la grimpe en salle, et pour vous habituer aussi à la voie. Parce que ces deux trucs-là, l'extérieur et la voie, ça demande vraiment des qualités et une grimpe très différente de ce qu'on retrouve en bloc en intérieur. Et si vraiment il n'y a pas de falaise à côté de chez vous, essayez quand même au moins d'aller faire de la voie. Et d'ailleurs, je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo ce que je pense de savoir si enchaîner un Seta en inté ça compte ou pas. Mais pour l'instant, on s'en fiche. Retenez que vous devez faire de la voie. Et quand je dis qu'il faut aller régulièrement en falaise, je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire par là. Ça, c'est mon tableau de croix au moment où j'ai enchaîné ma première Seta. Toutes les voies que j'ai cochées depuis que j'ai commencé la grimpe, ouais, j'ai tout consigné ici pour savoir, putain, mais qu'est-ce qu'il faut avoir grimpé avant de pouvoir enchaîner une Seta? Oui, je suis ce genre de mec qui aime absolument tout consigner, je vous avais dit, c'est la vidéo que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé. Plus intéressant, c'est de voir combien de voies j'ai enchaîné avant. 39. 39 voies du 6e degré avant de pouvoir cocher ma sacro-sainte Seta. Et en vrai, quand j'ai remarqué ça, ça m'a pas semblé si énorme que ça. 39 voix, j'avais l'impression que c'était pas beaucoup. Après, il faut dire aussi que j'ai consigné que les voix dans le 6. Si je devais rajouter tous les 5 que j'ai fait, on doublerait facilement le nombre de voix. Et le 5, même si ça reste facile, ça te fait quand même progresser. Et je veux dire, t'es bien obligé de commencer par là. Enfin, je suis comme vous, j'ai pas commencé directement dans le 6B, dans le 6C, non. J'ai commencé gentiment dans le 5 et je fais encore souvent du 5 pour l'échauffement, etc. Donc, des 5, j'en ai fait un sacré paquet. Et ce sacré paquet, il a aidé à renforcer toutes mes bases de grimpe. Donc ce qu'on remarque, c'est que ça donne vraiment une sorte de pyramide avec une base très solide qui se construit au fur et à mesure des voies de plus en plus dures qu'on arrive à enchaîner. Donc clairement, foncez dehors autant que vous le pouvez. Bon, je pense qu'il est à présent temps de vous expliquer concrètement comment travailler votre première Seta. Et même si vous êtes encore débutant, restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais expliquer là, ça pourrait vous faire gagner un sacré paquet de temps. Comme je vous l'ai dit, le premier obstacle qui va se dresser devant vous, ça va tout simplement être de se retrouver intimidé par la cotation et de pas oser y aller. Et franchement les gars, entre nous, qu'est-ce que vous avez à perdre à aller dans une Seta pour tester quelques mouvements et voir simplement à quoi ça ressemble? L'idéal, ce serait d'avoir un pote un peu plus chaud que vous qui puisse aller dedans et vous poser une moule, mais en vrai, même si c'est pas le cas, allez-y quand même. Et oui, vous allez pas y arriver, évidemment. Ah, c'est pas grave, vous ferez une réchappe et puis voilà, vous allez pas en mourir. Dans le meilleur des cas, vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile et ça vous motivera peut-être à essayer de l'enchaîner. Et dans l'autre cas, vous vous direz, ok, ouais, c'est vraiment chaud une Seta quand même, j'ai pas encore le niveau, il va falloir travailler pour pouvoir l'atteindre. Mais dans les deux cas, vous apprendrez quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, soyez jamais intimidé par une voix ou une cotation, quelle qu'elle soit. Je veux dire, une voix, c'est pas une meuf. Vous pouvez aller l'aborder tranquillement, elle va pas vous rejeter comme une merde. La voix, elle en a absolument rien à foutre de vous. En vrai, du coup, c'est peut-être un peu une meuf quand même. Mais du coup, devenez plus fort et allez la mériter. Blague à part, on va pas se mentir, allez regarder à quoi ça ressemble, c'est très bien. Mais entre vous et moi, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'enchaîner, cette maudite Seta, et pouvoir aller mettre sa petite croix dans notre petit carnet pour pouvoir dire « Moi, je grimpe du Seta ». Et donc pour ça, il faut l'enchaîner, la Seta. Et pour ça, on en revient aux prérequis. Donc à partir de là, ce que je vous conseillerais, ça va dépendre de votre niveau. Il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà enchaîné un 6B à vue, et donc là, qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Allez essayer votre Seta. Soit vous n'avez pas encore enchaîné de 6B à vue, et donc il vous manque certainement quelques bases. En vrai de vrai, même sans avoir enchaîné un 6B à vue, ça pourrait peut-être passer en travaillant la voix 15 fois en moule, en apprenant chaque mouvement par cœur, en connaissant chaque micro-prise, chaque machin de la voix, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment
avoir une CETA à votre actif, un peu sur un coup de chance, ou pouvoir grimper du CETA, soit à peu près n'importe quelle voie en CETA que vous voyez et qui vous fait plaisir. Je pense que c'est plutôt ça. Non. Et donc pour ça, faut du 6P à vue. Parce qu'il faut les bases. Pour arriver prêt et surtout ne pas passer 15 ans à l'enchaîner votre CETA. Je veux dire, votre premier set, il devrait être bouclé entre 2 et 5 séances, grand max. C'est déjà beaucoup. Nous, on n'est pas des grimpeurs pros. Nous, travailler des projets pendant des mois, des années, etc. C'est pas notre truc, c'est chiant, on va pas se mentir. 2 à 5 séances, c'est déjà énorme. Et même si là, dit comme ça sur le papier, ça paraît pas beaucoup, il y a quelle voie que vous avez travaillé pendant 2 à 5 séances? Aucune, parce que vous avez jamais vraiment travaillé de voix. Donc votre premier set, ok, ça va être la voix que vous allez taffer le plus, mais pas plus de 5 séances franchement. Donc, comment faire concrètement si vous n'êtes pas encore dans le 6B et qu'il vous manque des bases? Bah y a pas de secret, il va falloir grimper. Mais pas se contenter d'aller grimpouiller bêtement et d'enchaîner comme ça des séances après séances sans savoir ce qu'on fait. Non, ça va pas marcher et c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui pendant 10 ans ils restent dans le 6B et qu'ils arriveront jamais à faire de CETA. Et vous voulez faire une CETA, vous voulez pas juste rester coincé. Donc il va falloir s'organiser. Et là, vous allez devoir faire une introspection et comprendre ce qui vous manque. Où est-ce que vous pêchez? Quelles sont les bases qui sont pas encore là? Est-ce que c'est du physique? Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est de la tactique? Est-ce que c'est du mental? Regardez, par exemple, si vous avez l'habitude de grimper en voie en extérieur, vous avez sûrement la tactique et le mental nécessaires par rapport à la falaise, mais avec le manque de blocs, il vous manque sûrement quelques bases physiques ou techniques. A l'inverse, si vous faites que du bloc en intérieur, et que, je sais pas, vous êtes dans les rouges, les noirs, les violettes, ça dépend de chaque salle, vous avez sûrement le physique et la technique nécessaires, mais vu que vous n'avez pas l'habitude de la falaise, bah il vous manque ça. Et du coup, bah forcément, ça passe pas. Donc là, ça va vraiment être à vous de vous remettre en question et d'aller déterminer ce que vous voulez bosser avec évidemment ce que vous avez sous la main. L'idée, ça va vraiment être de construire ces séances avec un plan en tête pour ne pas les s'éparpiller partout au bout de 10 minutes. Quoi qu'il en soit, pour progresser le plus rapidement possible, l'idéal, ça va vraiment être de mixer du bloc et de la voix, et de l'intérieur et de l'extérieur. Un petit peu de renfort et de souplesse à côté, et vous allez bientôt l'enchaîner, votre CETA. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas très fort, vous avez cette vidéo-là, qui vous expliquera comment devenir fort, et si vous n'êtes pas très souple, vous avez cette vidéo-là, qui vous expliquera comment devenir souple. Personnellement, en termes d'entraînement, là ce que je fais en ce moment, c'est 3 séances de bloc par semaine et une séance en falaise. Lorsque je fais du bloc en salle, c'est vraiment purement un entraînement. J'en ai absolument rien à faire d'enchaîner ou pas les blocs. Je suis complètement détaché du résultat. Je suis là pour m'entraîner. Donc comment j'organise mes séances? C'est simple, elles durent 2 heures. Et 2 heures tout seul, pas avec des potes à bavarder. Donc pendant 30 minutes, je vais faire le tour de toutes les verts, toutes les bleues de la salle, ce qui va me permettre de travailler ma technique, où je fais vraiment des petits exos sur la pose de pied, des drapeaux, des croisés, des escalades, etc. etc. J'axe vraiment ça sur le renforcement technique. Ensuite, pendant 1 heure, ça va être le cœur de ma séance, où je vais faire des blocs durs. Pour moi, les blocs durs, c'est les violets et les noirs. Je suis pas très bon en bloc. Et là, ça va vraiment me forcer à faire des blocs difficiles. Et j'en ai absolument rien à faire de si je sors les blocs ou pas. L'idée, c'est juste que ça soit dur et que j'essaye de progresser là-dedans. Et enfin, les dernières 30 minutes pour finir, je fais tout le tour de toutes les rouges de la salle, et ce qui me donne vraiment une assez bonne séance quand même. Ça me permet vraiment de faire un gros nombre de mouvements, d'avoir travaillé ma technique, des trucs durs, un peu de résistance sur la fin, et c'est cool, c'est construit, j'aime bien, je sais où je vais, je m'éparpille pas, et c'est nickel. Et je pense que le problème de beaucoup de grimpeurs modernes de salles de bloc, c'est qu'ils prennent pas le temps de simplement réfléchir à leur séance. Ils se pointent à la salle, s'échauffent vite fait et passent la totalité de leur séance à faire soit les couleurs les plus dures possibles pour espérer sortir une rouge, une noire, une je sais pas quoi, etc. pour que leur ego se dise « Ah moi tiens j'ai fait ça » ou alors à l'inverse, ils vont rester bien sagement, bien confortablement dans les petites couleurs qui sont sûres de réussir. Et dans les deux cas, le problème vient de l'ego parce que les gens veulent absolument un résultat, veulent absolument une réussite. Mais les résultats, ils sont pas censés arriver
à l'entraînement. C'est le principe en fait d'un entraînement. Ce que je veux dire, c'est que toutes vos séances de grimpe peuvent pas être des séances axées sur la performance. Il faut mixer les deux. On s'entraîne, on perf, puis on s'entraîne, puis on perf et on recommence, etc., etc. En gros, vous devez vraiment distinguer le but de votre séance d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une séance axée sur l'entraînement ou une séance axée sur la performance? Parce que ça peut pas être les deux en même temps. Et dans les deux cas, essayez de vous détacher un maximum du résultat. L'important, c'est d'avoir quelque chose de construit, de suivre son plan, de faire. Et les résultats viendront quoi qu'il arrive. Mais bon, encore une fois, j'ai pas toujours eu la chance d'avoir une salle de bloc et des falaises à côté de chez moi. Donc, soyez un peu créatifs, faites avec ce que vous avez et débrouillez-vous pour vous entraîner, encore une fois, avec votre objectif long terme et un plan en tête. Que vous ayez un axe à suivre. Et mine de rien, n'hésitez pas à faire un petit peu de route pour aller dehors. Je veux dire, en France, niveau falaise, on est quand même bien lotier. Et à propos de falaise, clairement, un des trucs qui vous fera mais le plus progresser, tous skills confondus, c'est d'aller en tâter un maximum de différentes, dans un maximum de styles différents, avec un maximum de cailloux différents, et de faire un maximum de voies à vue. C'est vraiment une des meilleures armes qui existent pour pouvoir progresser en escalade. Bon. On va dire que maintenant c'est bon. Vous avez fait vos séances bien construites, etc. Vous avez bien progressé. Maintenant, comment faire concrètement pour pouvoir enchaîner cette première fameuse setup? La première étape, vous allez aller découvrir la voie. Donc, ça veut tout simplement dire partir dedans, vérifier qu'elle vous plaît, que vous avez envie de l'enchaîner, que le style vous convient, et vous allez vous démerder pour arriver en haut. C'est vraiment le premier truc que vous voulez, peu importe comment, partir du bas et atteindre ce fichu relais. Là, je vois que j'ai une main droite. J'ai un pied gauche, une main gauche. Je repère directement mon pied droit. Je vais chercher ma main droite. J'analyse mon pied gauche, mon pied droit. Je vois que je suis pas trop mal pour clipper. Je clippe. J'analyse la suite. J'ai un bon pied gauche ici, un bon pied gauche là, je regarde à droite, j'en ai un bon ici, qui me permet d'atteindre cette prise correcte, cette autre prise correcte, je vise mes pieds, je monte, j'atteins une bonne prise. J'ai une bonne position de clippage, je clippe. C'est vraiment le premier truc à regarder, là où est-ce qu'on sera confort pour clipper. Voilà. Donc dans la première montée, n'hésitez pas à vous reposer à chaque dégaine. Essayez quand même de repartir dans la position de base pour pas squeezer un move, tirez au clou si vous galérez au niveau du crux, mais bref, faites tout ce que vous pouvez pour atteindre le relais. Pied droit. Ah ça marche bien. Je change mon pied. Je ramène, je prends le bac final et je viens terminer la voie. J'ai 3. Alors attends, je clippe. Une fois que vous avez atteint le relais, vous allez poser une jolie moulinette. Si je suis là, ouais, je pourrais clipper. Ok, vas-y, descente. Et là, ça va être la détente. Bon, la détente, j'exagère peut-être un peu, mais vous serez en tout cas quand même vachement plus serein parce que vous avez déjà fait une première montée dans la voie, et là, ça va vraiment être la phase de découverte pure et dure. Et vous allez pouvoir prendre beaucoup plus le temps, et votre système nerveux sera beaucoup plus frais pour analyser les prises, les séquences de mouvements, les positions de clippage, etc., etc. Et cette étape, elle est vraiment importante parce qu'elle va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur la voie, de vous familiariser avec et d'essayer plusieurs méthodes pour le crux. C'est aussi là que vous allez venir diviser la voie en sections, séparées par des zones de repos, s'il y en a, où vous allez pouvoir vous refaire avant d'attaquer la suite. S'il y en a pas, séparez quand même les différentes parties, les plus dures et les moins dures. Dites-vous que c'est vraiment beaucoup plus simple d'envisager la voie bloc par bloc, étape par étape, plutôt qu'une sorte de gros tout énorme et insurmontable et qui fait peur. Ok, une fois que ça y est,
c'est bon. Vous avez bien découvert toute la voie en moule, essayé pas mal de trucs pour le crux, découvert vos sections, vos zones de repos, comment vous allez y clipper, etc., etc. Il va bien falloir s'y mettre. Et là, une chose hyper importante, s'il y a des endroits où vous avez peur de tomber, ça va pas être possible. Donc vous allez vous rendre à cet endroit et faire exprès de tomber. J'ai d'ailleurs une vidéo sur la peur de tomber si jamais ça vous intéresse. Mais bref, vraiment, lors de vos tentatives d'enchaînement, il n'y a pas le droit d'avoir peur. Ça va pas marcher, ça va trop vous déstabiliser. Non. Votre enchaînement, il doit être serein, il doit être cool et vous devez être à 100% de vos capacités. Bon, j'ai pas précisé non plus combien de fois travailler la voie en moule avant, mais ça... J'ai envie de dire, ça dépend de vous, les gars, on est sur du après-travail, il n'y a pas de règle, vous faites absolument ce que vous voulez pour travailler la voix. À titre personnel, 1 fois, 2 fois, ça me suffit, mais vraiment, vous préoccupez pas trop de ça, j'ai envie de dire, faites-le autant que nécessaire. Et bon, à partir de là, une fois que ça y est, vous connaissez à peu près tout, vous allez pouvoir vous mettre à faire des essais dans la voie, et je vais vous le dire tout de suite les gars, lors de vos premiers essais, vous allez être beaucoup trop stressé, beaucoup trop tendu, vous allez grimper n'importe comment comme un pachyderme, vous allez tomber. Ah, c'est pas grave. Tomber. Merde! Et encore tomber. Non! Aïe! Et c'est normal. Donc, détendez-vous, respirez un bon coup, ça va le faire. Ça va le faire. Et vous allez voir, l'enchaînement il va finir par arriver, et sûrement même alors que vous l'attendrez pas. Ok. Nice. C'est merga. Avant de vous quitter, il y a 2-3 points que j'aimerais encore aborder avec vous pour que cette vidéo sur les CETA soit vraiment complète. Déjà, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont se demander, mais est-ce qu'un CETA en salle, ça compte? Et en vrai, je pense que c'est pas vraiment la bonne question à se poser. Je pense qu'il faut plutôt se demander, est-ce que vous avez envie que votre premier CETA soit en salle? Je veux dire, l'escalade, ça a ce truc absolument extraordinaire d'être un sport avec une dimension d'aventure qu'on retrouve quasiment pas ailleurs. Regardez tous ces récits, toutes ces légendes, tous ces gens qui nous ont fait rêver. Est-ce qu'on serait aussi gaga d'Adamondra s'il avait enchaîné Silence dans une salle aseptisée et pas dans une grotte obscure au fin fond de la Norvège? Est-ce que Burden of Dreams aurait fait autant parler si c'était juste un bloc très très difficile dans une salle et pas un caillou glacé perdu au milieu de la pampa finlandaise? Franchement. Alors, demandez-vous, est-ce que vous aussi, à votre échelle, vous méritez pas votre propre récit? Votre propre victoire? Je pense que c'est vraiment ça la question que vous devriez vous poser. Vous savez, lorsque j'ai enchaîné mon premier CETA, il m'est arrivé un truc que j'avais pas du tout prévu. En fait, après l'enchaînement, j'ai été dégoûté de la grimpe. Après les émotions intenses que j'avais éprouvées lors du travail de la voix et de l'enchaînement, tout le reste, ça me paraissait affreusement fade. Le CETA, c'était vraiment l'objectif qui m'animait depuis que j'ai commencé la grimpe, et lorsque je l'ai atteint, je me suis senti vide. Bref, pour le dire vulgairement, pendant quelques semaines, j'en ai eu plein le cul de la grimpe. Parce qu'on est beaucoup à grimper pour le plaisir, et je peux vous garantir d'un truc,
Grimper un CETA, c'est tellement fun, ça procure des mouvements tellement plus jouissifs qu'on retrouve pas dans du 5 ou du 6, c'est formidable. Et lorsqu'on le fait, on n'a qu'une envie, c'est en refaire d'autres. Et on se demande, qu'est-ce que ça va donner d'aller dans du plus dur? Qu'est-ce que ça va donner d'aller dans du 7B? Bon, et enfin, j'allais quand même pas vous lâcher avant d'avoir enfin répondu à... Mon Dieu, mais combien de temps ça va me prendre d'enchaîner ma CETA? Alors, même si j'ai dit que c'était pas vraiment la bonne manière de réfléchir, qu'il fallait surtout voir ça en termes de voix, etc., je vais quand même essayer d'y répondre. Pour moi, entre le moment où vous faites votre première séance de grimpe et où vous enchaînez votre premier CETA, ça devrait vous prendre entre 1 et 4 ans. 1 an, si vous êtes vraiment sportif de base, que vous avez peu de notions d'entraînement, que vous savez construire vos séances, etc., que vous vous y mettez à fond, 4 séances par semaine, etc., je pense malgré tout, même avec de bonnes prédispositions, qu'acquérir les bases que ça demande un CETA, c'est très compliqué de les avoir en moins d'1 an. Par contre, même si vous avez aucun passé de sportif, aucune prédisposition, un peu de surpoids, un peu le vertige, pas trop de temps de vous entraîner, etc., je pense pas que ça doit vous prendre plus de 4 ans pour pouvoir l'enchaîner. Et si ça fait plus de 4 ans que vous grimpez et que vous avez toujours pas fait de CETA, je pense vraiment qu'il vous manque quelques bases. Pour tout le reste, les gens comme vous et moi, qui sont ni très forts, ni très nuls, entre 2 et 3 ans, ça me semble très honnête. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite énormément de courage pour vos projets. C'était Papel, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, vous êtes vraiment les meilleurs. D'ici la prochaine, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, éclatez-vous, et chauffez-vous, et surtout, abonnez-vous.